Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous êtes déjà nombreux à venir. Alors, je vais être rejoint par le docteur Sylvain Awawini, qui va venir sur la touche animale qu'on retrouve tous les mardis à 19h sur Brut. Et je vous rappelle que c'est en partenariat avec Whoopets et que vous pouvez retrouver tous les replays sur le site internet de Whoopets. Et Sylvain est là, c'est merveilleux. On est de plus en plus rodés sur cette émission. Salut! Salut Sylvain, ça va? Très bien, et toi? Très très bien, merci beaucoup de t'être rendu dispo dans tes journées qu'on s'est chargé pour ce live. Et donc on va parler de la santé de nos animaux, mais déjà avant ça, Sylvain, je veux bien que tu te présentes un peu à la communauté brute. Donc c'est quoi ton parcours? Pourquoi tu as voulu faire vétérinaire? Et après peut-être parler de tes incroyables expériences dont les gens ne se doutent pas. Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Awawini, je suis vétérinaire à Bastille, à Paris, chez Vétérine Paris, depuis maintenant 2 ans. J'ai fait mes études à Maison-Alfort, à côté de Paris, et après mes études, je suis parti travailler pendant quelques années en Afrique, et je suis revenu maintenant, au tout début du Covid, travailler à Paris. Donc maintenant, je m'occupe des chiens et des chats dans une clinique avec pas mal d'activités, ouverte 24 sur 24, donc il y a beaucoup d'activités, effectivement. Beaucoup de petits animaux à soigner. Et en Afrique, tu soignais quoi comme animaux? Alors en Afrique, j'ai été dans différents pays, au départ en Zambie, où je me suis occupé de la mise en place d'une clinique vétérinaire dans un parc national, le parc du Kafoué. Ce projet s'intégrait au sein d'une ONG qui avait débuté quelques années avant avec un orphelinat d'éléphantaux, et ensuite qui a diversifié un petit peu ses activités pour pouvoir inclure un petit peu tous les volets de la conservation d'un parc, à savoir l'aide aux communautés, de l'éducation, la lutte contre le braconnage, et il fallait également aussi une clinique vétérinaire pour pouvoir s'occuper des animaux braconnés, relâcher les animaux braconnés, assister les vétérinaires du Zambien qui, eux, étaient aussi en charge de toute cette activité, et s'occuper aussi des bébés éléphants. Voilà. Et après, donc, 2 ans en Zambie, plein d'expériences, d'aventures assez incroyables. Et ensuite, je suis parti au Gabon pendant 3 ans, où je me suis occupé d'une clinique vétérinaire canine cette fois-ci, même si c'est dans un environnement très différent, un petit peu tout seul au milieu de la brousse, à gérer cette clinique 6 mois par an. Et ensuite le Maroc. Je n'ai pas forcément fait beaucoup de choses vétérinaires au Maroc, mais voilà, c'était une petite étape avant de rentrer en France. Voilà, un peu, t'as vu un peu le terrain quand même. Et donc du coup, c'était principalement des éléphants. En Zambie, c'était alors les éléphants, il y avait les éléphantaux, mais pas que. Il y avait effectivement tous les félins, les lions, les léopards. On avait aussi les girafes, les buffles, des antilopes un petit peu dans tous les sens, et des rhinocéros. Il y en a peu en Zambie, mais j'ai eu aussi l'occasion de voyager un petit peu autour dans les pays adjacents comme le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique et l'Afrique du Sud, où j'ai pu avoir effectivement des expériences avec d'autres animaux, tout aussi incroyables. Canon. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire, ce métier incroyable que tous les enfants ont envie de faire à un moment? Il y a plein de choses. Bon, avant tout, bien sûr, l'amour pour les animaux, l'intérêt. Depuis que j'étais petit, je regardais effectivement toujours des livres sur les animaux, des films sur les animaux. J'étais passionné de ça. C'est vraiment, je ne parlais que de ça. C'était un peu une obsession. Sans forcément au départ avoir envie de les soigner. C'était plus envie de les étudier, de les photographier, d'aller, comme je disais souvent et comme répètent un peu mes parents, c'est d'aller mettre un thermomètre dans le cul d'une baleine pour prendre sa température. Et puis après, avec le temps, de se renseigner comment est-ce qu'on peut travailler avec les animaux, on arrive forcément au métier de vétérinaire. Et puis surtout, ça offre, je m'en suis rendu compte après, mais ça offre effectivement une diversité de jobs possibles. On peut faire plein de choses, que ce soit de la clinique, forcément, c'est ce à quoi on pense en premier, mais aussi travailler dans la conservation, travailler dans la science, travailler dans les laboratoires, enfin, il y a des vétérinaires partout, et c'est ça qui rend notre métier, je pense, très très riche. Ouais, c'est incroyable, trop bien. Bon, de toute façon, on va commencer à répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions, la communauté brute, et bien surtout, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous les mettre en commentaire ou encore lever la main en bas à droite si vous voulez venir nous rejoindre sur le live avec votre vidéo et poser vos questions en direct, échanger avec Sylvain ça peut être des problématiques que vous rencontrez avec vos chiens ou vos chats ou sur le métier de vétérinaire encore. Qui nous dit, je n'entends pas Là, Sylvain, c'est la seule. Moi, j'entends très bien Sylvain. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent peut-être nous dire en commentaire si vous n'entendez pas Sylvain, parce que moi, je l'entends super bien.
On va voir ça. Et Sylvain, peut-être, tu vas un peu nous parler de ton quotidien à Paris, où effectivement, c'est moins romanesque que d'aller sauver des éléphants braconnés. Mais quand même, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi une journée type, même si j'imagine bien qu'en tant que vétérinaire, il n'y a pas beaucoup de journées type. Alors, une journée type, on va dire, effectivement, même si ça change tout le temps, parce que chaque animal est différent, chaque propriétaire est différent, on va dire qu'une journée type, le matin, on arrive à la clinique, on évalue les animaux hospitalisés. Ça dépend bien sûr des cliniques. Toutes n'ont pas forcément la possibilité d'hospitaliser, mais donc chez nous, on a toutes les nuits des animaux qui restent, qui sont là, surveillés par des vétérinaires de garde. Donc le matin, la première chose à faire, c'est les réévaluer, voir comment ils vont, quelle a été l'évolution, est-ce qu'ils ont mangé, voilà, un petit peu faire le point là-dessus, faire le point avec les propriétaires. Et ensuite, c'est les consultations qui commencent. On a très souvent aussi des chirurgies le matin, c'est vrai qu'on préfère faire ça le matin pour pouvoir après surveiller l'animal tout au long de la journée pour au long de son réveil pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications à l'anesthésie. Et ensuite, voilà, des consultations, on va dire classiques, sur rendez-vous, tout ce qui va être vaccin, un chien qui va pas bien, un chat qui vomit, un chat qui se gratte, enfin un peu de tout. Il y a souvent des thèmes, c'est vrai que c'est marrant, mais on voit souvent, je sais pas, pendant 10 jours, on va pas voir un seul chat qui se gratte, et après pendant 4 jours, on va ne voir que ça. Enfin, ça dépend. Et bien sûr, au milieu de tout ça, les urgences, parce que forcément, on prévient pas quand ça ne prévient pas quand son animal tombe malade. Et puis c'est vrai qu'à la différence de nous, on va peut-être, quand on se sent pas bien, on va avoir un peu plus peut-être de connaissance de nous-mêmes, de réflexion. On sait, on sait jauger peut-être un petit peu plus le niveau d'urgence ou pas. Pour les animaux, c'est peut-être différent. Forcément, on va moins savoir ce qui se passe. Donc les gens préfèrent, et c'est très bien, préfèrent tout de suite consulter dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on préférera toujours ça, on préférera toujours dire aux gens, bon écoutez, ça va, il n'y avait pas une urgence, plutôt qu'on attende 4 jours et que ce soit beaucoup plus compliqué après. J'imagine que tu as quand même des propriétaires qui sont hypocondriaques pour leurs animaux, qui viennent presque toutes les semaines parce qu'ils trouvent toujours une, entre guillemets, fausse maladie à leurs animaux, mais effectivement, il vaut mieux ça. Oui, il y en a effectivement, et puis au final, c'est ce qui est peut-être plus compliqué de ne pas, à chaque fois, de vraiment reprendre tout l'examen clinique et d'être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, parce que le pire, ce serait de ne pas écouter le propriétaire, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'animal ne vient pas seul, il vient avec un propriétaire, donc il faut décrypter ce que le propriétaire a vu, ressenti ou analysé chez lui, le comparer avec notre examen clinique, et ensuite, effectivement, on a un peu une meilleure idée de ce qui se passe. Mais il faut toujours écouter en premier lieu le propriétaire. Et l'écouter, ça veut aussi dire comprendre encore une fois ce qu'il peut dire. Rien n'est faux, mais il faut faire un petit peu le tri dans qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui peut être interprété comme quelque chose de grave ou pas. D'accord. Sylvain, on a une première question de la part d'Élise qui nous dit « Mon chiot a le hoquet, est-ce normal ?» Alors c'est vrai qu'on voit souvent chez les jeunes chiens notamment un hoquet. C'est pas forcément très grave. Souvent ça peut être après une phase d'excitation, après le repas, mais c'est un peu comme nous. C'est vrai qu'on voit souvent ça chez les jeunes animaux, mais il n'y a pas forcément d'inquiétude là-dessus. Mais encore une fois, ça sera vrai pour un petit peu toutes les questions, je pense, qui vont être posées ce soir. Si il y a, à partir du moment où le propriétaire vous êtes inquiet, il ne faut pas attendre en fait. Encore une fois, c'est ok de ne pas savoir, c'est normal. Et surtout quand c'est un jeune animal, parce que ça peut être aussi le premier animal, donc il faut le temps de se familiariser avec lui, le temps de le connaître, parce que chaque animal c'est comme nous, ils vont tous avoir un petit peu leur spécificité, leur particularité, il y en a un qui va être plus sensible de ci, l'autre qui va être plus sensible de ça, et donc effectivement ça c'est le temps qu'on apprenne à le connaître et qu'on arrive à décrypter ce qui se passe, ça peut prendre du temps, et à partir du moment où on est inquiet, donc il faut venir, je préfère toujours le voir, quoi. Et là on rassure. Voir si elle fait. Ok, top. Et Sylvain, est-ce que tu peux nous dire, en attendant les autres questions de la communauté, c'est quoi si, je ne sais pas, peut-être pas un top 3, mais top 5, on va dire, des pathologies au-delà, parce que j'imagine dans les actes, mais tu peux nous parler des actes de manière générale, mais du moins les raisons de consulter un vétérinaire les plus courantes, enfin voilà, dans ta journée, qu'est-ce que tu rencontres le plus, que ce soit en termes d'actes médicaux ou de pathologie? Alors, donc ça va dépendre bien sûr des espèces. Là, je vais parler surtout des chiens et des chats. Il y a aussi des vétérinaires français qui vont s'occuper des NAC, tout ce qui est rongeurs, lapins, oiseaux, reptiles, etc. Donc,
eux, c'est très souvent lié à des problèmes d'environnement, très souvent. C'est des espèces qui ont des besoins très spécifiques. On pense surtout aux reptiles dans ce cas-là, reptiles, oiseaux, mais une alimentation, alors comme toutes les espèces, mais c'est vrai que chez eux, une alimentation mal adaptée, par exemple chez un lapin, va entraîner des problèmes dentaires, etc. Donc c'est très souvent, on va dire ça, j'imagine, à confirmer avec mes collègues NAC, mais c'est surtout ça. Pour nous, en chien et chat, alors on va avoir donc bien sûr les consultations vaccinales de routine, annuelles, ce qu'on recommande quand même au moins de voir l'animal une fois par an, même si on ne va pas forcément faire les vaccins tous les ans. Ça, c'est vraiment en discussion, en échange avec le propriétaire. On va toujours, on fait pas, c'est pas forcément systématique, mais au moins de voir l'animal une fois par an. C'est quand même vraiment recommandé parce que surtout, alors, parce qu'on se rend compte, on voit au départ les animaux quand ils sont jeunes, forcément les premiers vaccins, la stérilisation, les antiparasitaires, etc. Et puis après, on les revoit malheureusement que souvent trop, une fois qu'ils sont trop âgés, et entre les deux, il y a beaucoup d'animaux qui sortent un petit peu du circuit, mais qu'on voit beaucoup moins, alors qu'un an, 2 ans chez un animal sans le voir, c'est un peu comme si nous, on n'allait pas voir un médecin, un dentiste pendant 5-6 ans. Donc c'est important quand même au moins la visite annuelle. Donc voilà, la visite annuelle, c'est vrai qu'on en voit quand même souvent. On va avoir chez des problèmes de dermatologie, c'est vrai que... moi, je suis à Paris, mais des chiens et des chats qui ont des puces, voire même des chats qui ne sortent pas de leur appartement, qui ont des puces, il y en a beaucoup. Donc ça, faut y penser aussi. Donc les problèmes de démangeaison, les problèmes digestifs aussi, essentiellement chez les chiens. Alors ça peut être les problèmes digestifs, c'est pour ça qu'on préférera toujours le voir. Ça peut être de la simple, ce qu'on appelle indiscrétion alimentaire. Le chien qui a mangé quelque chose qu'il n'a pas digéré parce qu'il a piqué dans l'assiette, parce qu'il a mangé un truc dehors, dans la rue, jusqu'au corps étranger, jusqu'aux problèmes, jusqu'aux troubles hépatiques, rénaux, etc. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir toutes les pathologies des chiens ou des chats âgés. Donc c'est vrai que le chat âgé, on va forcément penser à l'insuffisance rénale, une petite faiblesse, des petites défaillances rénales avec le temps. Les reins fonctionnent, filtrent de moins en moins bien le sang, et donc ça vient avec ça un certain nombre de problèmes secondaires. Des problèmes aussi, pareil, intestinaux chez le chat, avec des inflammations souvent chroniques de l'intestin. On va retrouver aussi, peut-être un peu moins fréquemment, mais tous les problèmes endocriniens, des problèmes de thyroïde, des problèmes de sécrétion de cortisol chez le chien, par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les urgences aussi qu'on va avoir? Alors les urgences chez le chat, c'est vrai qu'on va souvent voir des problèmes urinaires. Alors pareil, un problème urinaire chez un chat ou un chien, ça peut aller de la simple cystite. Et heureusement chez le chat, dans quasiment 3 cas sur 4, la cystite va être d'origine ce qu'on appelle idiopathique, c'est-à-dire liée au stress. Donc lorsqu'on va réaliser les examens complémentaires, échographie, vésicale, rénale, ou des analyses de sang ou des analyses d'urine, on ne trouve rien, si ce n'est une inflammation de la vessie, et donc c'est très souvent causé par le stress. Et le stress chez le chat, ça peut être tout changement, un changement de litière, une soirée la veille à la maison, l'arrivée d'un bébé dans la famille, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc les problèmes urinaires, et donc ça peut aller de la cystite jusque même à l'obstruction, et là c'est une vraie urgence vitale chez le chat. Ouais. L'obstruction, ce qu'on appelle le SUF, le syndrome urinaire félin. Donc voilà. Ouais, je crois que c'est un chat sur 2 en fait qui souffre de problèmes urinaires au cours de sa vie, enfin, c'est vraiment genre la maladie. Exactement. Et j'imagine que... Ouais, pardon, vas-y, je te laisse terminer, vas-y. Avec coupé aussi ici. Non, c'est vrai que les problèmes urinaires, c'est très fréquent. Surtout, alors, et là, encore une fois, je vais parler à Paris. C'est vrai qu'à Paris, on va avoir une spécificité. C'est des animaux, surtout pour les chats, qu'on va qualifier de sédentaires, qui ont moins se dépenser que des chats qui ont accès à l'extérieur en permanence. Donc, effectivement, les chats mâles, castrés, sédentaires, sont surreprésentés dans les problèmes urinaires. Ouais, à Paris, on va avoir ce qu'on appelle les chats parachutistes. Malheureusement, c'est tous les chats qui tombent, qui sont défenestrés. Alors, on se dit toujours, mais c'est pas grave, le chat il est agile, il retombe sur ses pattes. Alors, un chat sur le rebord d'une fenêtre qui voit passer un oiseau, une mouche, ou qui a peur, le propriétaire l'appelle, il est surpris, il tombe, il glisse, et c'est vrai que c'est très 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 fréquent. Et on le voit très bien, dès qu'il commence à faire beau, avec les gens ouvrent les fenêtres, les chats tombent.
malheureusement, et puis avec tous les problèmes qui peuvent s'en suivre. Et ça, Sylvain, du coup, pour empêcher ça, on est d'accord que évidemment, c'est de garder ces fenêtres fermées, mais ça, bien sûr, c'est pas toujours possible. Et après, il y a d'ailleurs des sociétés type protection pour chats, etc., où vous pouvez du coup tout simplement équiper balcon, fenêtre, pour que ça n'arrive pas. Exactement. Ouais. Alors, c'est pas très joli d'avoir un filet à sa fenêtre, mais malheureusement, quand on prend un chat et qu'on habite, même dès le premier étage, hein, on a vu des chats venir. Forcément, le pronostic vital sera moins engagé sur un chat qui tombe du premier que du septième, mais des chats qui se fracturent un membre en tombant du premier. Et encore, maintenant, ils font des trucs assez discrets, assez transparents, donc ça va plutôt bien. Parce qu'on est d'accord, et ça, je pense qu'on peut le dire aussi, que les fenêtres oscillobattantes, c'est quand même aussi un risque pour un chat de se retrouver pendu s'il décide de sortir et qu'il n'y arrive pas. Et malheureusement, c'est aussi, je ne sais pas si tu as ça en consultation, mais c'est assez fréquent. Oui, c'est vrai, ça à Paris, non, pas trop encore. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trop vu, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, il y a des chiens aussi qui tombent par la fenêtre des fois. Alors ça, c'est plus rare, mais ça arrive. Ou à Paris, qui vont tomber d'un pont parce qu'ils marchent sur le rebord du pont et à un moment donné, ils glissent et qui tombent sur le quai en bas. Enfin voilà, un petit peu toutes ces, les urgences. De toute façon, voilà, il y a ces urgences qu'on voit très souvent, les détresses respiratoires aussi, qu'elles soient liées ou non à des problèmes cardiaques. Donc ça, que ce soit chez le chien ou chez le chat, c'est vrai qu'on va beaucoup le voir. Le chat est particulièrement sensible, en tout cas peut avoir un appareil respiratoire assez sensible, fait fréquemment des allergies, des bronchites chroniques, on va appeler ça comme ça, qui peuvent se surinfecter et entraîner effectivement des détresses respiratoires aiguës. Et chiens et chats sont aussi tout à fait sujets à développer des pathologies cardiaques différentes, bien sûr, mais qui peuvent aussi à un moment donné se détériorer. Ce qu'il faut, je pense, souvent se dire, c'est que, parce qu'il y a souvent beaucoup de gens, quand ils arrivent avec l'animal en détresse, sur une pathologie chronique qu'ils ne connaissaient pas, il y a très souvent une culpabilité qui s'installe quand on leur dit, bah oui, ça faisait un petit moment que c'était là. C'est impossible de le savoir à l'avance. Alors oui, il y a quelques petits signes qui peuvent évoquer, mais quand c'est des pathologies, ce qu'on appelle évolutives, dégénératives, on va avoir une dégradation progressive d'une fonction, que ce soit la fonction cardiaque, rénale, hépatique, et le corps s'adapte, le corps compense jusqu'au moment où malheureusement il ne peut plus compenser, et là il y a... Donc c'est comme pour nous, à moins d'aller d'aller se faire un scanner et des prises de sang tous les 6 mois, on peut pas c'est c'est le juste milieu entre être à l'écoute, et donc c'est pour ça que les visites annuelles sont hyper importantes pour déceler ça le plus tôt possible. On peut proposer aussi, on propose un bilan gériatrique, de pouvoir, dès l'âge de 8-9 ans, pour certaines races, mais en général dès 10 ans, de proposer lors de la visite annuelle un bilan sanguin. Alors on ne va pas forcément tout faire, mais au moins aller Ouais, voir les principales pathologies, les plus courantes. Alors Sylvain, je te coupe 2 secondes, puisqu'on a pas mal de questions, et surtout n'hésitez pas, on est là pour ça, donc posez vos questions, et une fois de plus, vous pouvez appuyer sur la main en bas à droite si vous voulez interagir avec nous sur le live. Alors il y a une question de Anna: mon chien gratte souvent l'endroit où il va dormir, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire il se prépare à aller s'installer. C'est vrai qu'on le voit souvent, hein, le chien qui va tourner un petit peu, il arrive dans son panier, il se met à tourner des fois pendant 2-3 tours comme ça pour être confortable, ou alors effectivement gratter dans son panier. Alors ça, encore une fois, avec un comportementaliste, on aurait encore des détails encore, je pense, plus précis que ce que je pourrais dire, mais déjà, je pense, pour mon sens, c'est pas du tout grave ni inquiétant. C'est juste des petites habitudes. Il ne faut pas oublier que nos animaux ont quand même leur personnalité, leurs habitudes, et ça, on le voit très bien tous les jours en consultation. Une personne va nous dire, mon chat adore boire au robinet, l'autre, il déteste boire au robinet, le chien qui va se mettre dans la douche, l'autre non. Ils ont chacun vraiment leurs habitudes parce qu'ils ont leur personnalité. C'est vraiment des petits individus vivants à part entière qui ont leur caractère, leur personnalité, leurs préférences. Il y en a un chat qui va adorer les croquettes, l'autre qui va détester les croquettes. Enfin, voilà. Donc là, je pense que sur ça, c'est pas, il n'y a rien d'inquiétant. Ça dépend, ok. Après, on a Laetitia qui nous dit: bonjour, un chien peut-il être stressé suite à un déménagement? Oui, bien sûr. Un chien va être stressé parce que
faut pas oublier que nos animaux sont, alors encore plus que nous, des êtres qui ont une routine, qui aiment lorsque les choses se répètent. Ça passe aussi des fois par la nourriture. C'est pour ça que, et encore une fois, ça dépend bien sûr de chaque animal, mais changer d'alimentation tous les jours pour son animal, c'est vraiment recommandé. Pareil, un chien a ses routines, il a ses heures. Je pense que tout le monde, vous avez pu le voir. Si vous nourrissez tous les soirs votre chien à 19h, à 18h55, il est derrière vous avec sa gamelle en train d'attendre. C'est des animaux, ce sont des êtres routiniers en fait, le chat encore plus. Donc tout changement dans les habitudes va causer du stress. Et encore plus si le propriétaire est stressé, inquiet, moins disponible. Il faut le voir même plus comme étant lorsque le comportement du propriétaire va changer. Les animaux lisent très bien nos comportements, ils se voient très bien. Alors ils ne vont pas être stressés parce qu'ils vont nous voir, je ne sais pas moi, calculer. Enfin, ils vont pas ressentir le stress comme nous plutôt, mais ils vont ressentir nos changements d'habitude, de comportement envers eux, envers les autres personnes du foyer. Oui, c'est normal qu'ils peuvent être stressés. Et après, pareil, il y a des chiens plus ou moins anxieux. Il y en a certains, vous les mettez au milieu de 10 personnes, ils sont très contents dans son coin et à personne. Et ça, du coup, Sylvain, là-dessus, il y a évidemment des solutions, donc d'aller voir un comportementaliste, ce genre de choses, bien sûr, en parler avec son vétérinaire. Et après, il y a les solutions type Zilken et Adaptil qui, du coup, peuvent aider. Je ne sais pas si j'ai des choses que vous prescrivez en clinique. Oui, tout à fait. Sur des épisodes de stress, on va dire, ponctuels, on va accompagner ça soit avec des traitements alors qui ne sont pas forcément considérés comme des médicaments. On peut penser, alors, je ne sais pas si on a le droit de le citer, mais effectivement tu l'as dit, le Zilken c'est des protéines de lait, donc c'est de la caséine, ça va rappeler, ça va apaiser l'animal. Il y a d'autres molécules que nous on va pouvoir prescrire aussi si le stress est un petit peu plus aigu, jusqu'au moment où on va avoir, et après on a même carrément d'autres molécules. Alors là moi je ne m'aventure pas à prescrire ce qui est Prozac et compagnie, mais ça arrive sur des animaux très stressés. Mais là, c'est effectivement bien sûr après un bilan comportementaliste, parce que là, c'est des stress quand même chroniques, avec très souvent, c'est aussi un environnement sur lequel il faut jouer aussi un petit peu. Ça, on le pense très bien sur les chats, qui peuvent avoir des problèmes de malpropreté urinaire. Le chat qui va faire pipi sur le canapé, à côté de sa litière, alors qu'elle est propre. C'est vraiment des signes, effectivement, alors mal-être. Faut pas encore une fois se culpabiliser, le chat ne souffre pas, mais c'est des signes que, enfin si, il souffre, mais c'est pas l'article de la mort, mais voilà, c'est pour dire que il y a quelque chose qui ne convient pas. Et là, effectivement, alors, première étape avec le vétérinaire, bien sûr, et puis après, en allant plus loin, avec un comportementaliste. Idéalement, moi, je trouve un comportementaliste vétérinaire qui pourra du coup avoir la possibilité de prescrire des molécules temporairement, s'il le faut, des fois sur la durée, mais ça sera bien sûr jamais en première intention. On essaie de mettre en place avant d'autres choses. Oui, voir quel changement d'habitude ou quelques petits trucs et astuces pour qu'il aille mieux. Alors, on a Julie qui nous dit bonsoir, beaucoup d'empoisonnement aussi pour les chiens à Paris, où ça va? Oui, ça c'est vrai. Alors qu'ils soient les empoisonnements qui soient volontaires ou pas, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Alors dans les accidentels, ça peut être soit au sein du foyer. Alors ça, pour le coup, on préférera toujours, même si effectivement c'est un peu gênant de dire à votre vétérinaire que votre chien a peut-être mangé de la cocaïne ou du shit. On préférera quand même toujours que vous nous le dites. Oui, parce que ça, je crois que ça arrive apparemment pas très. Enfin, j'imagine que c'est pas toutes les semaines, mais ça arrive quand même qu'il y a des animaux qui prennent la drogue de leur propriétaire, en fait. Voilà, exactement. Ça, on préférera quand même toujours que vous nous le dites, parce qu'on va pouvoir adapter le traitement, on va pouvoir avoir une meilleure idée du pronostic, mieux comprendre ce qui se passe, quels sont les symptômes, et on ne jugera jamais. Et puis on sera encore pire, on n'ira jamais dénoncer qui que ce soit. On préfère savoir, bien sûr. Ensuite, c'est vrai qu'à Paris, il y a pas mal aussi de chiens qui vont manger des déjections, souvent de personnes qui ont pu consommer des substances aussi, de l'héroïne, du crack, etc. Et ça, on voit. Ce qu'il faut se dire aussi souvent avec les indications, c'est que, alors c'est mieux si on sait, très souvent, malheureusement, on ne saura jamais trop ce que l'animal a ingéré. Donc c'est une prise en charge effectivement, on va dire large, avec
une prise en charge des symptômes, une perfusion bien sûr pour éliminer, en fonction de l'état du chien, une prise en charge digestive si elle est possible ou pas. Voilà. Merci Sylvain. Là, on a Élise qui nous met, est-ce qu'avant de vermifuger, il est conseillé de faire une coproscopie pour cibler le type de ver à traiter? Alors, ça va dépendre, pas forcément. Parce qu'il va y avoir, on va dire, deux types de façons de vermifuger en routine. Et pareil, encore une fois, ça dépend du mode de vie de l'animal. On ne va pas vermifuger à la même fréquence un chien qui vit à l'extérieur avec 10 autres chiens qu'un petit chien qui croise jamais personne et qui reste dans son jardin. Donc voilà, et ensuite, c'est vrai que par habitude, en tout cas moi je pense qu'on va toujours faire des coproscopies, des analyses parasitologiques des selles, s'il y a des symptômes digestifs, pour pouvoir vraiment éliminer un parasite spécifique avant de commencer à traiter. Mais ouais, on va pas faire ça systématiquement. Ouais, d'accord, c'est vraiment de temps en temps en fonction, quoi. Ok, alors on a une question de Solène. Quelles sont les solutions efficaces, concrètes pour empêcher un chat de marquer son territoire? Alors, ça va dépendre de si le chat est castré ou pas. C'est vrai qu'un chat castré en appartement, malheureusement, il va marquer. Il y en a toujours un ou deux qui ne marquent pas, mais quand même, globalement, il va marquer. C'est vrai que pour ça, on recommande quand même de castrer le plus tôt possible, idéalement. Alors, le plus tôt possible, vers ces 6 mois, entre 6 mois et 1 an, idéalement, pour éviter que le marquage devienne aussi une habitude, un comportement. Parce que si c'est le cas, la castration ne servira plus à grand chose. Et après, voilà, il faut distinguer, est-ce que c'est marquage? Donc effectivement, c'est très différent. Le marquage va être différent de la malpropreté urinaire, ce dont on a parlé tout à l'heure. Là, effectivement, Solène nous dit oui, il est stérilisé. Et après, ça va dépendre s'il il était stérilisé tôt. On va voir la réponse. On va voir si elle nous répond. Oui. Et après, du coup, pareil, je crois que tu as différentes choses à faire qui sont une femelle, d'accord? C'est une femelle. Et du coup, à quel âge tu es stérilisé, Solène, s'il te plaît, si tu peux. Donc femelle stérilisée et visiblement assez tôt. Donc est-ce qu'il faut déjà distinguer, est-ce que c'est du marquage ou est-ce que c'est de la malpropreté? Et là, la malpropreté, il faut aller comprendre pourquoi est-ce que le chat ne va pas dans sa litière. Alors ça peut aller d'un problème environnemental, donc une litière, je grossis un peu le trait, mais par exemple une litière qui est mise au milieu du salon avec un chat un peu stressé, c'est sûr qu'il ne va pas aller uriner dedans. Toutes ces petites choses qui peuvent effectivement être modifiées. Il y a certains chats, on leur doit leur mettre de litière. Il y en a d'autres, ils sont tellement propres qu'une selle dedans, il faut l'enlever tout de suite, sinon il ne faut pas y retourner. Il y a certains qui vont préférer une litière couverte, d'autres ouverte ou couverte. Et puis après, n'importe quel signe de malpropreté la malpropreté peut aussi être un signe d'une pathologie sous-jacente, et pathologie qu'elle soit urinaire ou pas. Un inconfort chez le chat, une gêne, va entraîner effectivement la malpropreté aussi. Et Solène, peut-être que tu peux nous dire en précision si tu as aussi d'autres chats, parce que c'est des choses qui peuvent arriver en fonction si c'est des chats qui vivent en collectivité ou si c'est des chats qui vivent tout seuls. Je trouve quand même que les chats aussi, ça reste avant tout un animal solitaire. Alors on a beaucoup de gens, et moi aussi, on a souvent des chats plusieurs chats en même temps et qui sont très bien, qui dorment ensemble. Mais il ne faut quand même pas oublier que ça reste un animal territorial, solitaire au départ. C'est pas un animal de meute. Et donc si on a, surtout dans un espace, plusieurs animaux, il faut un petit peu compenser en permettant à chaque chat d'avoir un espace où il va pouvoir en quelque sorte être tranquille. Et après, peut-être même plusieurs litières, plusieurs gamelles d'eau et de nourriture pour éviter des compétitions liées à un territoire un peu trop restreint, quoi. Top, canon. Alors après, on a Matt qui nous dit « Hello, comment connaître la différence entre un chat stressé et un chat malade ?» Ça, soit votre chat, vous le connaissez bien et vous voyez un petit peu vous voyez un petit peu la différence. Je dirais déjà, dans les différences que vous pouvez voir, c'est entre un chat stressé. Alors, encore une fois, est-ce qu'il est stressé ponctuellement parce qu'il y a un épisode, il y a quelque chose qui change dans sa vie, ou est-ce que c'est un chat anxieux? On va dire que ça va être des comportements qui vont toujours être un petit peu pareils, ça va être des habitudes. Le chat malade, c'est d'un coup, il y a quelque chose qui change
même s'il n'y a pas de signes, on va dire, cliniques comme des vomissements, de la diarrhée, de l'abattement. Mais par exemple, un chat qui, tous les soirs, quand vous rentrez chez vous, vient vous retrouver à la porte, si là, ça fait ce soir, 2 soirs, tiens, qui ne vient pas. Voilà, toutes ces petites choses, c'est... Encore une fois, les animaux sont des animaux d'habitude, enfin ça reste des êtres d'habitude qui aiment bien répéter. S'il y a des choses qui changent et qui commencent tout doucement à un petit peu attirer votre attention, il faut se dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, s'il n'y a rien à changer dans l'environnement de l'animal à ce moment-là, peut-être se dire qu'il est plutôt malade et à ce moment-là, aller voir le vétérinaire pour identifier. Ok, merci Sylvain. On a Perrine qui rebondit du coup sur le fait que les chiens mangent des déjections. Elle met bonjour, comment faire pour que son chien ne mange pas les déjections justement? Alors, avec ça prend, avec l'âge, effectivement, il y a souvent, c'est quand même souvent des chiots qui vont un petit peu être un petit peu plus foufou au départ et qui peuvent manger un peu tout ce qui traîne. On va penser forcément au bébé labrador qui mange tout dans la rue. Donc ça, au départ, c'est être malheureusement très vigilant pendant cette période-là, en plus de l'éducation. Et c'est vrai que je recommanderais toujours, surtout si c'est son premier chien ou alors qu'on a changé de race, le mieux c'est quand même de prendre même une séance avec un éducateur, pas besoin de faire 10 séances, mais juste pour 2-3 petites bases, voir les choses un petit peu propres au chien si on n'en a pas eu, propres à cette race si on ne la connaissait pas. Et pouvoir mettre en place un petit peu les réflexes et les habitudes. Et malheureusement, au début, quand il y a eu cette période, on va dire, où il mange un peu tout ce qui traîne dehors, c'est être toujours derrière lui. Et après, ça dépend où vous habitez. C'est sûr que vous habitez à Paris, il faut malheureusement être derrière son animal tout le temps. De toute façon, on ne recommande pas non plus de le lâcher sans laisse dans la rue. Mais il faut toujours être derrière. C'est rare. Ça m'est arrivé une fois ou deux de chiens qui mangeaient un peu tout et n'importe quoi. Quand ils étaient dehors, on mettait des muselières gris. Donc il peut quand même ouvrir la bouche, il peut boire, il peut aboyer, il peut faire sa vie, mais il ne peut pas attraper les choses par terre. C'est rare. Et après, si pareil, c'est encore une fois un changement de comportement, un changement assez... C'était pas dans ses habitudes de manger partout, enfin de manger des choses qui traînaient et que d'un coup il s'y met, et bien là aussi c'est aller voir son vétérinaire parce que ça peut être un signe d'un inconfort abdominal, d'un inconfort digestif, il a mal au ventre, donc ils peuvent faire ce qu'on appelle du pica et manger un petit peu plein de choses qui traînent. Ok, merci beaucoup. On a Joséphine qui nous dit comment apaiser un chat qui stresse énormément une fois qu'on l'installe dans son sac de transport. Alors, il va y avoir différentes astuces. Je trouve que ce qui est bien, c'est de déjà laisser le sac de transport à la maison ouvert, accessible. Comme ça, le chat il s'y familiarise, n'associe pas toujours le sac avec le transport. Et très souvent, malheureusement, malheureusement, on ne torture pas les animaux, mais on sait que les animaux n'aiment pas forcément toujours venir nous voir. Mais c'est de ne pas que le chat n'associe pas le sac à la visite chez le vétérinaire ou le trajet en voiture ou en train ou d'autres. Donc c'est de laisser à la maison, comme ça il peut l'utiliser aussi comme une zone de repli, sa petite niche terrier où il peut aller dormir. Après il va exister différents produits qu'on peut trouver chez le vétérinaire ou même en ligne, je crois, de phéromones en spray ou en lingette qui permettent un petit peu d'apaiser le chien. Ça vaut ce que ça vaut. Je trouve que des fois, quand même, quand l'animal est très stressé, ponctuellement, c'est pas forcément toujours très efficace parce que d'un coup, on a une situation de stress importante. Et donc ça, après, nous, on a des choses qu'on peut vous recommander. Avant, c'est vrai qu'il y a plein de molécules qui existent. On va préférer des choses qui sont sans risque, bien sûr, pour l'animal. Parce que c'est un animal cardiaque, âgé. On ne peut pas, hors de question, d'utiliser des sédatifs ou des tranquillisants. Qui sont très souvent en plus des camisoles chimiques entre guillemets, c'est-à-dire que le chat ou le chien ne bouge pas, mais il est tout autant terrorisé, donc c'est pas mieux. Et je crois, parce que moi j'ai le cas justement avec cette petite personne, qu'il faut bien avant et après chaque transport, bien nettoyer la caisse parce que justement avec leurs petites pattes, ils déposent leurs phéromones du coup de stress directement dans la cage et que c'est important de bien nettoyer la cage une fois qu'on a fait qu'on a fait le voyage justement pour éviter ces phéromones de stress. Tiens, dis bonjour à ton docteur préféré. Oui, coucou toi. Alors, on a Mathieu qui nous dit comment savoir s'il s'agit d'une urgence vétérinaire pour son chien et son chat. Ou son chat.
Encore une fois, si on ne sait pas, si on ne sait pas si c'est une urgence, venez en fait. Ce sera toujours mieux que vous veniez à la clinique, on examine l'animal, que vous nous partagiez votre inquiétude, le stress que vous avez sur tel ou tel point. Bien sûr, avant, vous pouvez nous téléphoner. On pourra toujours vous dire au téléphone, oui, il faut venir tout de suite, ou alors ça peut attendre un rendez-vous cet après-midi, par exemple. Mais malheureusement, c'est là où on a notre rôle aussi, c'est de vous dire quand est-ce qu'il y a un stress ou pas, et très souvent, sans avoir vu l'animal, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et vous, c'est normal que vous ne le sachiez pas. Donc, si vous avez un doute, venez nous voir et on vous rassure à la clinique. Top. Alors, Matt, toujours, Sylvain qui nous demande que pensez-vous des mutuelles pour chiens et chats? Alors moi je trouve que c'est très bien. C'est nécessaire parce qu'en France, on vit heureusement dans un très beau pays avec une sécurité sociale qui nous permet de ne pas nous poser de questions quand on est malade et qu'on doit aller voir un médecin ou qu'on doit aller aux urgences. C'est très bien. L'inconvénient, c'est que très souvent, et moi j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps, j'ai été opéré de l'appendicite en urgence en mai. Alors c'est pas drôle à mon âge, bon, je suis pas non plus très vieux, mais bref, on s'éloigne. Donc j'ai été opéré de l'appendicite en urgence, j'ai été pris en charge, c'était super, tout s'est très bien passé, mais j'ai passé 2 jours à l'hôpital, j'ai pas eu une seule indication de combien avait coûté mon scanner, combien avait coûté mes prises de sang, combien avait coûté la nuit d'hospitalisation, et encore plus combien avait coûté la chirurgie, et j'en avais aucune idée. Et donc très souvent, c'est vrai que, alors heureusement, j'ai rien eu à payer, c'est très bien, merci, mais aucune idée de combien ça coûte. Et donc quand on arrive avec son animal à la clinique et qu'on annonce le tarif d'une échographie abdominale, alors j'annonce les prix de Paris, mais dans une échographie dans les 150 à 180 euros, peut-être plus pour une échographie cardiaque, qui peut aller jusqu'à 200, 250 par un spécialiste, une radiographie entre 45 et 90 euros l'examen, un bilan sanguin général entre 120 pour un bilan de base, peut-être plus s'il faut rajouter des paramètres spécifiques. C'est vrai qu'on souvent, et c'est normal, c'est des grosses sommes d'argent, donc on est surpris. Et donc ça peut freiner beaucoup de monde, donc je trouve que les mutuelles sont très bien. C'est encore, on a un train de retard par rapport aux pays anglo-saxons, ou par exemple en Angleterre, alors je me souviens très bien des chiffres, mais il me semble quand même que 80 à 90% des chats sont assurés en Angleterre. En France, on est plutôt de l'ordre du 15 à 20%. Donc on n'en est pas encore on va dire dans les mêmes avantages en termes de mensualité par rapport aux frais remboursés. Parce que bon, faut pas l'oublier, même si une assurance c'est pas une œuvre philanthropique, hein, elle n'est pas là pour faire de la charité, c'est malheureusement, c'est sa raison d'être, c'est aussi gagner de l'argent, donc il faut que ce soit rentable. Donc plus il y aura d'animaux hospitaliers assurés, plus ce sera intéressant, et de venir à la clinique sans se poser de questions si on peut ou pas venir en fonction de son budget, je pense que ça offre une tranquillité. Et puis les sommes à sortir, souvent avant on entendait aussi beaucoup de vétérinaires dire vous mettez un peu d'argent de côté, et puis si je mets un truc, voilà. Enfin, mettre un peu d'argent de côté, des fois pour un chat parachutiste, il y a 1 ou 2 fractures entre l'hospitalisation, le bilan traumatique, la prise en charge des fractures, ça peut monter facilement à 2000, 3000 euros. Donc ça peut être d'un coup des grosses sommes. Voilà, donc assurance, oui, il y en a plein, il y en a de plus en plus, il faut étudier. Bien sûr, plus on assure tôt, mieux c'est. On va dire, ce sera moins cher. Et il faut faire ça le plus vite possible, je pense. D'accord, top. On a Delphine qui nous dit: ma chatte de 2 ans fait bien dans sa litière, mais se salit les griffes arrière et du coup infecte ses oreilles et son œil. Une solution? En lisant ça, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est pourquoi déjà elle se gratte. Donc il faut aller comprendre pourquoi est-ce qu'elle vient se gratter les oreilles et les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas une oreille sale, une petite otite, une gale, plein de raisons à cela. Pareil pour les yeux, qu'est-ce qu'elle doit se frotter les yeux. Donc déjà comprendre ça. Ensuite, il va y avoir des chats avec des poils longs, donc forcément ça peut s'agglomérer un petit peu entre les poils, les doigts de pied, là ils ont toujours des petits poils mignons qui ressortent là, donc ça peut se prendre là-dedans. Venir pareil, ça peut être raser cette zone-là. Je sais qu'il existe aussi des litières avec des espèces de petits tapis où quand le chat sort, ça fait tomber les grains. Alors je crois qu'au départ c'est plus
fait pour ne pas salir dans l'appartement, mais ça peut aider peut-être à enlever ça. Voilà, c'est un peu ça que j'aborderai les choses. Et Delphine nous dit, elle a eu la gale et un coryza quand je l'ai adoptée à 7 mois. Et ben voilà, ça peut effectivement, je ne sais pas quel âge elle a maintenant, mais est-ce que ça a été bien réglé? Le coryza, ça reste donc, pareil dans les consultations, dans la question de tout à l'heure, ou dans les pathologies fréquentes ou les raisons de te consulter assez fréquentes chez le chat, c'est effectivement le coryza. Donc je le rappelle, c'est un syndrome, c'est-à-dire que c'est un ensemble de symptômes causés par différents agents infectieux. Et les agents infectieux vont toucher les yeux, le nez, la bouche et entraîner donc des sinusites, conjonctivites, donc ça se manifeste par des éternuements, l'œil qui pleure, des ulcères cornéens, des gingivites des fois. Et parmi ces agents infectieux, on a différents virus, notamment des calicivirus, des herpesvirus, qui ont un portage chronique. Donc une fois que le chat a été infecté, très souvent à la naissance, ça reste. Et donc on peut avoir des chats après qui, comme pour nous, un herpès, dès qu'on va être fatigué, malade, stressé, hop, ça ressort et ça peut refaire un petit bouton de lèvre. Eux, c'est pareil, dès qu'ils sont stressés, et on l'a dit tout à l'heure, un chat stressé, ça peut être par tout et n'importe quoi, ça peut refaire des petites crises. Et donc peut-être que pour votre chat Delphine, il y a de nouveau des petites crises, donc il vient se gêner et il vient se gratter les yeux. Et la gale, c'est long des fois à traiter. Donc peut-être que c'est plus ça qui persiste plutôt que les pattes sales qui viennent venir salir les yeux. Voilà. Alors on a Lola Sylvain qui nous dit, merci beaucoup Sylvain, on a Lola qui nous dit, mon chien fait des hotspots à répétition, on ne sait plus comment l'aider, sans doute dû au stress, point d'interrogation, pour qu'il soit plus détendu. Alors, le hotspot, effectivement, chez le chien, c'est une inflammation, une infection, c'est une pyodermite, une infection de la peau secondaire à des démangeaisons le plus souvent. Et ces démangeaisons, donc s'il est fait à répétition, c'est que visiblement la cause primaire des démangeaisons n'est pas résolue, en tout cas n'a pas été identifiée et prise en charge. Parce qu'effectivement, une fois qu'il a un hotspot, alors en fonction de la gravité, ça peut aller on peut faire uniquement des soins locaux, voire même des fois des antibiotiques par voie générale s'il y a besoin. Mais voilà, il faut prendre en charge le hotspot. Mais après, il faut prendre en charge la cause. Et dans les causes de hotspot, on va forcément penser à tout ce qui est allergie dans un premier temps. Les premières causes d'allergie chez le chien, ça reste les réactions allergiques à la salive de puce. Ensuite, on va avoir des causes alimentaires. Après, on a certains chiens qui ont aussi ce qu'on appelle des dermatites atopiques. Donc, c'est des chiens, l'équilibre cutané de la peau n'est pas on va dire, ne remplit pas sa fonction de barrière, de protection, et le chien est allergique un peu à plein de choses. Donc je pense que la première chose à faire, c'est si ça se répète comme ça, c'est que la cause de l'allergie n'a pas été identifiée. Ok, et donc après, du coup, c'est quoi la solution? Aller faire un grattage chez le vétérinaire pour voir d'où ça viendrait, des analyses? Ça va dépendre. De toute façon, en dermatologie, c'est très souvent un diagnostic souvent thérapeutique, c'est-à-dire que lorsqu'on y va par étapes, par logique, donc on commence à prendre en charge ce qui est le plus probable, donc souvent les puces, et on fait un essai, on traite contre les puces. Si ça marche, c'est que c'était ça. Si ça marche pas, c'est qu'il faut aller chercher autre chose. Et donc effectivement, là, c'est en général les premières étapes, un vétérinaire généraliste peut s'en occuper. Si ça persiste, il existe des dermatologues vétérinaires, bien sûr, qu'il faut aller voir. Et ça peut, comme tu dis, passer par un grattage si on suspecte peut-être des parasites. Ça peut passer par des analyses, des moquettes si on suspecte un champignon. Enfin, voilà, ça peut être plusieurs choses comme ça. Il y a Laetitia qui nous dit, et j'en profite juste pour toute la communauté vu qu'il reste un quart d'heure à passer ensemble, si vous voulez rejoindre pour poser vos questions en live au docteur Chawa, donc au docteur Sylvain Awawini, vous pouvez soit les mettre en commentaire, mais vous pouvez surtout nous rejoindre et parler directement avec nous. Et il suffit juste d'appuyer sur la petite main en bas à droite, et comme ça vous intégrez le live et vous venez avec nous. Alors il y a Laetitia qui nous dit, est-ce que le fait de manger de l'herbe peut donner de la diarrhée à un chien? Oui, dans le fond, ça peut. C'est pas forcément la première cause de diarrhée, mais là, ce qu'on appelait les indiscrétions alimentaires, donc quelque chose qui
occasionnelle. Donc on va distinguer de tout ce qui est intolérance, allergie alimentaire. Donc n'importe quelle indiscrétion alimentaire peut entraîner des troubles digestifs chez le chien. Donc c'est possible. On entend souvent que le chien, quand il a mal au ventre, il va se purger parce qu'il est parasité avec de l'herbe. Bon, ça c'est pas forcément toujours vrai. Mais voilà, moi, j'ai 2 chiens, il y en a un qui a toujours mangé de l'herbe dans le jardin, l'autre qui n'a jamais touché. Donc ouais, c'est pas fort. Encore une fois, si c'est mis d'un coup à manger plein d'herbe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à surveiller, mais rien d'alarmant, quoi. Ouais. Il y a Matt, toujours, qui nous dit, pour les nouveaux propriétaires de chiens, quels conseils donnez-vous pour l'habituer aux vétérinaires et aux manipulations pour qu'ils puissent être à l'aise? Alors, pour les chiens, et notamment pour la sociabilisation, c'est vrai qu'on va toujours... il y a déjà un âge pour lequel il faut le faire, avant ces 4-5 mois. Après ça, c'est vrai que tout ce qui va être un petit peu nouveau pour le chien risque d'être plus source de stress et d'inquiétude et de peur. Donc plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc heureusement, de toute façon, dans les protocoles, on va dire pédiatriques, on va commencer par des vaccinations dès l'âge de 2 mois, surtout pour les chiens qui vivent en collectivité, mais idéalement 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc lors de ces moments-là, c'est déjà des moments où le chien a l'occasion de sortir de chez lui, de changer d'habitude, d'être manipulé, d'être dans un environnement où il y a plein de chiens, de chats qui sont tous quand même malheureusement un petit peu stressés encore. Donc c'est bien de l'emmener tôt. On va toujours proposer aussi, en tout cas nous ici, de venir des fois de venir nous voir au cabinet sans rien faire. Enfin, vous venez, vous rentrez, on vous donne un bonbon au chien, on vous balade un peu, il rentre dehors, mais on n'a fait rien en fait. Donc ça permet d'habituer, de l'aider à ce que cet environnement, ce lieu particulier quand même, ne soit pas forcément que source de stress. Tout ce qui est récompense positive bien sûr, de venir avec des petits bonbons, on en est toujours en consultation aussi, on donne avant, après, pendant le vaccin, enfin histoire de lui changer un petit peu les idées. Donc voilà, ça, un petit peu toutes ces... Enfin c'est de venir régulièrement, je pense que c'est ça qui est bien. Je pense que c'est sûr que je pense qu'il sera plus content de venir pour chercher son bonbon, effectivement, que pour prendre un vaccin. Ça, il y a des chances. Donc, ouais. c'est une très, très... merci Sylvain. Il y a Elodie qui nous dit, bonsoir, à quel âge conseillez-vous une stérilisation pour une Golden Retriever? Alors, donc, les stérilisations des chiens, c'est vrai que les recommandations évoluent un peu tout le temps. Moi, quand j'ai commencé mes études, on me disait c'est 6 mois pour toute femelle, parce que notamment on essaie de ne pas faire passer les premières ou les deuxièmes chaleurs pour éviter les risques d'apparition de tumeurs mammaires. Maintenant, c'est vrai que les recommandations évoluent un peu, et c'est maintenant vraiment une discussion éclairée qu'on essaie d'avoir avec chaque propriétaire, parce que les recommandations changent. Alors, ça c'est pour les chiens. Les chats, ça n'a rien à voir, mais pour le chien, mâle ou femelle, c'est vraiment une discussion à avoir avec le propriétaire, parce qu'il y a des avantages, des inconvénients quand même à stériliser tôt ou un peu plus tard. Certaines études commencent à montrer quand même que pour la stérilisation précoce peut favoriser, dans certains cas, le développement de troubles ostéo-articulaires, l'arthrose par exemple. On a certains mêmes cas d'affections cutanées, d'atteinte de la peau, même type tumeur, qui peuvent être favorisées. Donc c'est vraiment au cas par cas, et même race par race. Il y a maintenant, pour certaines grandes races, on va préconiser d'attendre peut-être les deuxièmes chaleurs, tout en sachant qu'on prend le risque effectivement qu'on développe, qu'on prend plus de risques par rapport aux tumeurs mammaires. Après, il faut se dire aussi qu'une stérilisation, la stérilisation d'une femelle, d'une chienne, c'est un acte chirurgical qui est pas anodin. On va ligaturer des artères, des grosses artères, donc le risque notamment hémorragique est vraiment présent. Et stériliser un petit chien, enfin un golden quand il est jeune, donc avec un abdomen moins profond, avec des ligaments ovariens, donc ce qui va retenir l'ovaire à l'abdomen, qui sont plus souples, donc nous ça nous permet de sortir l'ovaire plus facilement. C'est quand même plus facile que de le stériliser quand le chien est grand, à 2 ans. Là effectivement les risques hémorragiques sont plus importants. Donc maintenant c'est un peu au cas par cas, et ça dépend vraiment de toutes les races. Donc
malheureusement, il n'y a plus vraiment de réponse donnée. Alors pour une golden, c'est vrai que c'est une race j'en ai un. Un mâle, je ne l'avais pas fait castrer tout de suite. On a dû le faire plus tard pour des problèmes de prostate notamment. Mais pour une femelle, c'est vrai que grande race, risque d'arthrose, on va peut-être éviter de le faire trop tôt. En tout cas maintenant, ça change tout le temps et vous pouvez poser la question à un autre vétérinaire, il va vous dire autre chose. Et moi, ce que j'essaie quand même de faire, c'est vraiment au cas par cas, parce que chaque animal est au cas par cas, quoi. Voilà, c'est vraiment au cas par cas et c'est en fonction et il faut vraiment être éclairé sur tous les risques qu'on prend d'un côté comme de l'autre si on le fait tôt. Et puis ça prend du temps. Stériliser une femelle aussi jeune, ça peut entraîner des problèmes d'incontinence urinaire plus tard. Donc voilà, il n'y avait plus vraiment de réponse comme un peu avant. On disait c'est tel âge. Ouais. Ok. Eh bien, il reste 10 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions avant la fin du show. Et moi, Sylvain, j'ai une question. C'est quoi, genre, le pire cas que tu as eu en termes de, je sais pas, que ce soit de maladie, pathologie, le truc qui a peut-être le plus marqué avec un animal? C'est pas vraiment au final. La question, la première chose qui me vient en tête, c'est au final pas une pathologie particulière, compliquée, mais c'est plus des situations entre le propriétaire, l'animal, émouvante ou dure, des responsabilités qu'on nous confie. Où je suivais le chat d'un monsieur qui et tous les jours, quand il venait m'amener un chat diabétique, qui m'amenait son chat, et lui-même m'expliquait qu'il était malade aussi. Et puis un jour, il vient plus et c'est sa femme qui vient. Et c'est vrai et après, il a fallu continuer à s'occuper Et après, le chat, voilà, et malheureusement, il vieillit aussi. Enfin, c'est des situations qui sont dures en fait. Et c'est plus moi, en tout cas, une question comme ça, ce qui va plus me marquer, c'est une situation avec un rapport pas du tout conflictuel, pas forcément compliqué, mais un rapport au final de confiance et vraiment d'une vraie relation qui se crée avec le propriétaire. Et quand eux-mêmes traversent des périodes difficiles, que ça se répercute sur l'animal ou que l'animal est en quelque sorte un peu le chien, voilà, une fois aussi un chien où il fallait absolument pas qu'il lui arrive quoi que ce soit parce que c'était le chien du fils de la famille qui était décédé l'année d'avant. Enfin, des choses lourdes au final, mais c'est normal. Ouais, émotionnellement compliqué, ouais, tu m'entends. Voilà, mais qui sont lourdes et au final dans lesquelles on va s'investir énormément, comme pour tous, mais on va peut-être dans certains cas encore plus s'investir et donc en fonction de l'issue, c'est plus ou moins facile, quoi. Et après, forcément, des animaux, alors peut-être pas à Paris, mais des animaux qui ont subi des violences, je me souviens après voilà, s'il faut aller dans le truc le plus horrible, j'ai vu un chien qui avait grandi avec une chaîne autour du cou et forcément il avait grandi, la chaîne elle n'avait pas grandi et puis il a fallu à un moment donné de récupérer avec la chaîne incrustée dans la chair et qui lui avait coupé un peu en partie le cou. Donc voilà, des choses aussi un peu moches qui sont qu'on n'oublie pas forcément. Il y a Matt justement qui dit on parle peu de l'impact émotionnel chez les vétérinaires et pourtant ça doit clairement pas être évident. Alors moi je ne suis pas véto mais pour avoir en clinique plus jeune en stage et tout, et je confirme, et Sylvain le confirmera mieux que moi, mais oui effectivement c'est pas évident, et ça c'est sûr. Ah, il y a Julie qui nous dit Sylvain, combien de temps pour qu'un chien expulse un corps, un chien expulse un dimanche? Et alors, elle nous repose une question en dessous, mélangée à une saloperie appétite, ou appétante, je pense, évidemment. Ouais. Alors là, il y a deux choses. Le temps qu'un chien expulse un corps étranger, ça peut prendre le temps de la digestion à une demi-journée, 8-12 heures, comme il peut rester très longtemps dans l'estomac. À partir du moment où il est engagé dans l'intestin, soit il va se bloquer, soit il va sortir. Ça va prendre plus ou moins longtemps, mais on a eu des fois des chiens qu'on opérait parce qu'il y avait des troubles digestifs qui commençaient à s'installer. On finit par à l'échographie voir un corps étranger dans l'estomac, on ouvre, on sort, je sais pas la dernière fois c'était quoi, c'était l'embout pour les brosses à dents pour les chiens. Le chien avait avalé la brosse à dents et la propriétaire m'a dit ça fait 1 mois que je cherche cette brosse à dents et on ne savait pas où elle était.
Donc, ça peut rester longtemps. Maintenant, autre chose, c'est le fil. Le fil, c'est les corps étrangers qu'on craint le plus, qu'on redoute le plus, parce que, surtout s'il était accroché à quelque chose, il va très probablement, ce qui peut arriver, c'est qu'il s'accroche quelque part. Le fil, après, continue par les mouvements de l'intestin à avancer, et à un moment donné, il coince, et là, on a un effet un peu d'accordéon, et l'intestin se replie sur lui-même, et ça, il n'aime pas du tout l'intestin. Il y a des risques de nécrose, de perforation. Alors, ça arrive aussi que le fil sorte tout seul. On le voit tous les jours en clinique, mais on voit aussi malheureusement tous les jours des chiens qu'on opère parce que un fil a entraîné pas mal de dégâts. Donc, si c'est du dimanche, moi, j'attendrai pas avant de l'emmener faire une échographie. Ouais, pour regarder du coup s'il a bien été expulsé ou s'il est encore là et dans ces cas-là, penser à l'opération. Bon, ouais, Julie, tu as ta réponse, il va falloir aller faire un tour chez le vétérinaire demain, clairement. Bon. Et après, justement, peut-être dans les plus belles histoires que tu as eues, tu en as une en tête particulièrement? À la clinique, même pas. Si, il y en a plein, des gens toujours très heureux de retrouver leur animal, surtout après parce qu'il y a des urgences qui sont très impressionnantes où les animaux vont être comateux, où ils vont être, je sais pas, une crise convulsive qui persiste et l'animal reste effectivement comateux. Et puis le lendemain, on rappelle les gens et puis on a fini par stabiliser la crise convulsive, le chien se réveille, est debout et tout va bien en fait. Alors après, il y a comprendre pourquoi il a fait ça et donc tout le reste, mais le chien va bien et de voir la joie effectivement du propriétaire quand l'animal est arrivé vraiment dans un état catastrophique des fois malheureusement et très préoccupant plutôt, c'est peut-être plus le terme, de le voir après partir en gambadant, c'est hyper bien quoi. Et puis toutes les histoires en Afrique aussi avec les animaux braconnés et tout, mais ça sera une autre fois. Ouais, j'imagine, parce que du coup, quand tu les récupères braconnés, j'imagine qu'ils restent longtemps en plus derrière, donc tu crées une relation avec eux qui est hyper forte. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est après les liens, les animaux qu'on a longtemps en clinique, que ce soit nous, les assistants bien sûr, qui sont en plus même plus souvent avec eux, parce que c'est eux qui vont faire les soins, qui changent les cages, etc. Donc eux, ils développent vraiment une relation avec chaque animal hospitalisé. C'est hyper important pour le bien-être de l'animal en clinique. Souvent, on a des gens qui vont nous poser la question, est-ce qu'il faut que je vienne? J'ose pas. Enfin, venez, honnêtement, alors ça dépend du chien, encore une fois, mais venez, ça leur ferait toujours du bien. Nous, on voit les chats hospitalisés, souvent qui ne mangent pas, se mettent à manger parce que le propriétaire est là. Enfin, si, ils sont contents de vous voir, et donc, ouais, il faut... Ouais, si tu devais refaire les choses, Sylvain, tu resterais toujours vétérinaire? Ouais, vraiment. Ouais, c'est le métier de ta vie. On verra est-ce que deux métiers de vétérinaire en 15-20 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, être avec les animaux comme ça, c'est clair que je referai ça direct. Au top. Bon, bah, canon. Ah, Sylvain, où est-ce que justement, alors donc tu l'as dit en préambule, mais on va la redire parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver à Paris, à Bastille, à Médecine Paris, là où j'exerce, et sinon sur Instagram, Dr Chawavet, je pose de temps en temps des petites photos avec les chiots et les chatons. Les photos les plus clean Instagram, donc Dr Shawa, c'est DR évidemment, et après SHAWA, si effectivement vous voulez aller suivre Sylvain sur ses réseaux, qui poste effectivement pas mal de photos, d'ailleurs parfois avec des animaux sauvages, et maintenant de plus en plus avec des animaux domestiques, mais où du coup tu postes un peu bien de vétérinaire. Et ben en tout cas, Sylvain, merci beaucoup d'être venu sur la touche animale et d'avoir répondu à toutes les questions de la communauté brute. Nous, on se retrouve ensemble mardi prochain à 19h pour un nouveau show. Et nous allons parler de l'animal, enfin du NAC préféré des Français, puisqu'il s'agit du lapin. Donc on sera avec une grande passionnée de lapin que vous connaissez peut-être sur Instagram qui s'appelle Passion Lapin, également un vétérinaire spécialisé dans les NAC. Donc on se retrouve mardi prochain. Et d'ici là, vous pouvez retrouver dès demain le replay de l'émission sur le site internet Whoopets. Sylvain, encore un grand merci. Merci à tous d'avoir suivi le show La Finale. Et puis on se dit à très vite. À bientôt, bonne soirée. Merci Ciao, beaucoup. ciao, bonne soirée tout le monde. Salut. Salut.